Aujourd'hui, nous allons parler du fameux sujet des certifications et en quoi elles représentent une opportunité dans le cadre des démarches achats responsables. Pour cela, nous avons 5 intervenants et intervenantes autour de cette table digitale. Donc Maya Benz et Thibaut Frotté qui font partie de FSC France. Maya étant directrice marketing et communication et Thibaut chargé de mission technique offre responsable. Donc toutes vos questions sur FSC, vous avez des experts aujourd'hui pour y répondre. Du côté de Way, donc vous avez Nausicaa Cola, consultante en achat et en filière responsable, et moi-même, Marie-Claire Micot, en charge du développement et également, bien sûr, consultante sur ces sujets-là. Et Jean-Max Perron, que la politesse, me fait mal présenter après moi-même, qui est responsable voix donc chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui vous présentera donc son retour d'expérience aussi sur comment la certification nourrit, appuie la démarche achat responsable de ces enseignes de distribution. Voilà. Alors, je reprécise peut-être juste de couper vos micros si c'est possible, comme ça on peut bien s'entendre. En termes de programme, voilà, moi je vais faire une première partie sur l'intérêt de ces certifications dans une démarche plus globale d'achat responsable. Ensuite, Maya et Thibaut parlera de la certification FSC et on finira par le retour d'expérience que j'évoquais à l'instant, suite à quoi vous posez bien sûr vos questions et vous aurez les réponses. Concernant BuyerWay, très rapidement, nous sommes un cabinet de conseil en achat et filière responsable qui est basé à Paris et on a une filiale à Madagascar. On existe depuis à peine plus d'une dizaine d'années. Et donc, on accompagne toute structure de tout secteur, de la TPE jusqu'au grand groupe, sur des sujets d'achat responsable, que ce soit la structuration de la démarche et son déploiement aussi avec des outils très concrets. C'est là aussi qu'on fera lien avec la certification. Je n'en dis pas plus, vous avez notre vision, notre mission, un petit QR code si vous le souhaitez pour nous suivre sur LinkedIn et voir les actualités que l'on partage. Ce qui va davantage vous intéresser pour aujourd'hui, voilà, c'est ce sujet de certification. Pour commencer, on voulait vous poser à vous une question à laquelle répondre dans la conversation, si ça vous convient, très large sur, selon vous, qu'est-ce qui peut être certifié, voilà, sur quel sujet peut porter la certification, une certification. Je vous laisse mettre vos idées dans la conversation, si vous le voulez bien. Voilà, sur quoi est-ce qu'on peut avoir des certifications, qu'est-ce qui peut être certifié. Il n'y aura pas de mauvaise réponse. Alors, j'attends que les idées fusent. Les matières premières, effectivement. Si vous pensez à des matières en particulier, un produit fini, effectivement, ou peu importe finalement quel type de produit, c'est effectivement possible. Sur quel sujet, peut-être, est-ce que vous en avez en tête? Alors, on n'acceptera pas la réponse FSC parce que c'est trop facile sur le bois. Textile, bois, effectivement, le textile, il y en a beaucoup sur les produits finis, sur les matières. Peut-être prendre quelques réponses encore si vous avez des idées. Alors, on a déjà une question. On va noter vos questions effectivement pour la fin, effectivement, et on parlera de ce lien avec la réglementation. Donc, Floriane, on vous répondra aussi sur ce sujet. Et voilà, il y a le système de gestion qui peut être certifié, l'origine, effectivement, d'une matière, d'un produit, de ce qui le compose. Et finalement, je vois la réponse de Clotilde, c'est sur celle-ci que je vais clôturer. Je vois effectivement tous les produits ou les entreprises. Effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut certifier et sur à peu près à tous les sujets où une certification va exister. Et je vois aussi packaging, approvisionnement, usine, donc tout ce qui est infrastructure, c'est tout à fait le cas. Donc, on a compris qu'effectivement, c'est très large. On peut avoir à peu près tout, produit, entreprise, service, etc., certifié sur plusieurs sujets. C'est en fait très large. Et donc, effectivement, si on se replace dans la définition officielle de l'AFNOR, on est sur une activité. En fait, la certification, c'est vraiment quand un organisme va être reconnu, alors là, on peut préciser par l'État, hein, indépendant des parties qui vont être en cause, celui qui va être labellisé, certifié et celui qui crée le référentiel, on va donner une assurance écrite que vous aviez tout à fait raison. Merci pour vos réponses. Qu'une organisation, un process, un service, un produit, voire des compétences, vous-même pouvez recevoir des certificats qui sont conformes à des exigences qui vont avec un référentiel. Si on le dit autrement, plus simplement peut-être,
c'est la garantie vérifiée d'un effort volontaire sur certains critères. Et on est bien dans une démarche volontaire puisqu'on va au-delà des standards réglementaires. Je fais rapidement un petit détour par ce avec quoi il ne faut pas les confondre, ces certifications. Souvent, on entend, hein, quand on travaille avec des clients ou avec leurs fournisseurs, un petit peu une confusion à ce niveau-là. On n'est pas sur tout ce qui est évaluation de performance extra-financière, par exemple. On ne peut pas être. On entend beaucoup, moi je suis certifiée EcoVadis. On est d'accord pour dire que ça n'est pas correct de le formuler de cette façon. On n'est vraiment pas sur une démarche d'évaluation. On n'est pas non plus sur tout ce qui va être autodéclaration. On a spécifié bien l'importance d'avoir un organisme indépendant qui va donner, délivrer effectivement cette certification, alors que dans d'autres cas, on n'a pas forcément de contrôle et c'est là où on tombe en fait dans cette notion de garantie plus subjective. On va avoir potentiellement quelqu'un qui est juge et partie dans l'affaire. Donc, les certifications, on a vraiment ce fonctionnement différent. On n'est pas non plus sur d'autres types ou d'être aussi voilà, dans des chartes, que ce soit de la diversité, de la parentalité, etc. Ça, on n'est pas forcément sur des certifications. Rapidement sur les avantages, puisque c'est aussi le sujet d'aujourd'hui des opportunités. Quand vous vous engagez dans le cadre d'une démarche achat responsable sur des certifications ou dans une démarche de RSE plus largement, clairement, là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir une valorisation la plus objective, contrairement à la subjective, de cette démarche-là. On est bien dans cette idée d'impartialité grâce au système tripartite que j'ai mentionné avant. Ça peut être aussi un moyen d'aller cocher plusieurs cases d'un seul coup. Et on y reviendra avec l'exemple de FSC. On a en fait des certifications qui ne vont pas porter que sur un critère environnemental ou social, par exemple. Ça peut permettre de cocher plusieurs cases à la fois, on va dire. On a aussi forcément des clients qui s'intéressent aux certifications parce que c'est un gain de temps, puisqu'on ne traite plus cette procédure finalement de contrôle en interne, et souvent c'était les acheteurs, ou c'était la RSE, etc. Donc ça, c'est externalisé, ça peut faire gagner du temps. Et en plus, l'idée pour des entreprises qui pourraient être finalement assez loin dans la chaîne de valeur, c'est d'avoir des garanties, d'avoir des informations sur finalement des conditions ou des aspects du produit, du service des entreprises qui remontent voilà, très loin dans la chaîne, dans l'amont, sur des maillons qui sont très en amont, avec qui elles ne sont pas forcément en contact direct et encore moins régulier. Bien sûr, dans une idée d'objectivité sur les certifications, on va aussi vous parler des limites. On sait que ce qui peut coincer en termes voilà, de déploiement de ces certifications, c'est bien évidemment le coût qui peut être variable et régulier, puisque on sait que les certifications les plus vertueuses, robustes, on ne les a pas une seule fois. Il faut régulièrement aussi renouveler la démarche pour s'assurer que les pratiques sont toujours au niveau. Et il y a aussi un volet très important en termes voilà, de moyens à mettre en face qui sont bien sûr les ressources humaines. Il faut que les compétences soient là. Parfois, la marche à franchir est très importante aussi en termes de temps à y consacrer, de compétences effectivement suffisamment expertes. Et le dernier point, et je pense que c'est quelque chose que vous avez toutes et tous en tête si vous êtes venus à ce webinaire, c'est que voilà, on parle souvent de la jungle, de tout ce qui est certification, label, etc. C'est parfois compliqué que ce soit pour des entreprises donneuses d'ordre ou des fournisseurs d'ailleurs, de savoir sur quelle certification miser, de savoir sur quoi investir aussi face à la pluralité, à la diversité de tout ce qui existe. Euh, on en a aussi, quand on retombe dans un peu les autodéclarations dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent assez rapidement glisser vers du greenwashing, du social washing, quand de fait, ce ne sont pas de réelles certifications. Dans tout ça, nous, quelques bons réflexes qu'on vous propose pour se repérer dans tout ça, c'est de se demander à chaque fois qui se cache derrière la dite allégation, la promesse, la certification, etc. Qui l'a créé et qui le délivre. Est-ce qu'on est bien dans un système impartial? Est-ce que ce sont des industriels de la filière? Est-ce que ce sont des ONG? Voilà, se poser la question de qui est derrière. C'est quelque chose qu'on insiste beaucoup en formation avec les acheteurs sur ce point-là. Bien sûr aussi, quel va être l'objet de la certification. Tout à l'heure, vous m'avez dit effectivement voilà, les matières premières ou l'usine, etc. Donc bien comprendre quel est le périmètre de la certification et surtout dans quelle mesure ça va couvrir plusieurs étapes ou peut-être une seule étape de cette chaîne d'approvisionnement, de cette chaîne de valeur. Un dernier point, c'est qu'effectivement, encore une fois, on est sur l'importance de cet organisme indépendant et reconnu qui va venir
finalement contrôler la certification. Donc à chaque fois, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a bien eu cet acteur neutre qui s'assure du respect des critères qui sont fixés dans les référentiels? Pour finir, cette partie, quelques liens, voilà, avec vraiment le côté, achat responsable. Au global, quand on pèse les contraintes et les avantages des certifications, on se rend compte que globalement, c'est un pari gagnant, vu le contexte, dans lequel les entreprises opèrent aujourd'hui. Le premier, c'est que c'est un vecteur, intéressant, un point intéressant, un vecteur de confiance pour les clients et les clients finaux. Ça répond à l'évolution de la demande. On le sait, qui est de manière assez variable le fruit soit, d'une démarche volontaire, d'une prise de conscience qui est plus importante ou de l'application, de réglementation. Les autorités publiques aussi vont dans ce sens puisque, voilà, je parle de réglementation, on sait qu'elle se densifie. On va en reparler un petit peu plus tard dans les autres interventions, notamment sur certaines matières en particulier. Donc forcément, ça va dans ce sens-là. Quand vous êtes une entreprise qui va vendre aussi au marché, public, qui va être intéressée par les marchés publics, ça va être essentiel aussi, de plus en plus, d'avoir la capacité de répondre à des critères RSE qui sont posés. Le petit picto de médaille oblige, faisant penser aux Jeux olympiques où il y a eu, par exemple, des exigences sur le bois qui devait être certifié pour, être utilisé dans le cadre de ces marchés-là. Les fournisseurs aussi, bien sûr, c'est intéressant pour eux. Puisque c'est encore une fois cette valorisation permise d'une démarche qui est reconnue objectivement par un tiers comme étant mature, en tout cas sur certains aspects. Ça ne veut pas dire parfait, on n'a jamais de démarche complètement aboutie de responsabilité sociétale, mais ça vient apporter cette garantie sur certains sujets, encore une fois. Et plus globalement, un point qu'on tenait aussi à citer, c'est que c'est aussi intéressant par rapport au message que ça envoie aux autres acteurs de votre marché. Si vous vous engagez aussi sur des démarches avec des certifications, finalement, le but, j'allais dire ultime un peu, hein, des certifications, c'est de tirer vers le haut les standards des différentes filières, des différents marchés. Concernant, le lien avec les démarches achats responsables, là, c'est un peu la façon dont nous on les structure chez BuyerWay quand on en parle en formation avec nos clients. Il y a bien sûr l'intérêt au moment de l'état des lieux, de regarder, voilà, comment les certifications peut-être sont déjà intégrées à des processus, au fonctionnement, à votre prise en compte en fait aussi des impacts qui sont les plus forts, sur certaines matières, sur certains produits, certaines catégories d'achat. Et bien sûr, là où ça va être intéressant d'intégrer des certifications, c'est sur des catégories ou des matières où vous avez une capacité d'influence vis-à-vis de vos fournisseurs. Puisqu'il y a un point très important aussi qui va être de les embarquer, eux, de les convaincre sur la pertinence de ce sujet-là, notamment face aux moyens que ça implique pour eux, dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, quand vous allez définir votre stratégie achat responsable, tout l'enjeu, une fois que le diagnostic a été fait, que vous voyez là où sont vos impacts les plus importants, là où vous êtes le plus à risque, là où vous générez aussi le plus de risques sur vos parties prenantes externes, ça va être intéressant d'intégrer les certifications pour vous fixer des objectifs, par exemple, de réduction de risque sur certaines matières, de déploiement des certifications dans votre panel fournisseur, etc. Enfin, voilà, quand on est dans le déploiement, j'en parlais déjà un petit peu avant, hein, mais ça va être intéressant de considérer les certifications au moment, voilà, du choix des outils. Là, je pense que Jean-Max en parlera très bien, mais voilà, c'est comment aussi il y a des outils qui sont mis à disposition des acheteurs pour pouvoir savoir quand j'achète tel produit, si je dois exiger une certification, laquelle, qu'est-ce que je dois vérifier, etc. Donc ça, c'est essentiel d'aller former aussi toutes les personnes qui participent à l'acte d'achat à connaître ces certifications, à savoir très opérationnellement parlant comment du coup s'assurer d'avoir les bonnes informations, les bonnes preuves en fait aussi au bon moment pour les bons produits, etc. Je vais finir voilà, là-dessus en disant que clairement, si on résume les trois grands vecteurs voilà, d'intégration des certifications ou démarches achat responsable ou stratégie achat responsable, vous l'aurez compris, le vrai premier plus, c'est de se dire que dans le cadre d'une démarche voilà, qui en plus doit répondre à des enjeux de vigilance, que vous soyez soumis voilà, au devoir de vigilance, que vous alliez l'être avec la directive qui va arriver au niveau européen ou dans une démarche purement volontaire aussi, ça vient nourrir cette idée de mettre en place des actions qui vont être pertinentes pour répondre aux risques qui sont identifiés. Et ça se traduit très concrètement comment? Par un premier moment finalement dans les processus achats responsables qui sont la sélection des fournisseurs, de nouvelles offres
comment vous posez potentiellement des critères RSE, voire des clauses si les marchés sont suffisamment matures sur le sujet, pour aller sélectionner le mieux disant aussi sur ces sujets de RSE. Et donc, là, le fait de favoriser, voire de uniquement choisir, si vous posez une ligne rouge, des fournisseurs qui auraient déjà des certifications ou potentiellement qui s'engagent à les avoir dans des délais assez courts. C'est différentes manières de faire. Et il y a certes la sélection, mais il y a aussi dans les achats responsables votre panel existant avec qui vous travaillez déjà. Comment vous, très certainement pas vous les laisser de côté parce qu'ils n'ont pas les certifications, mais plutôt de se dire comment ensemble, encore une fois, vous tirez les standards de votre marché, de votre filière vers le haut, en les accompagnant sur ces sujets-là, en les formant eux aussi et en finalement les convainquant de la pertinence pour eux également d'aller vers des certifications. Donc ça peut être tant démarche globale que sélection de nouveaux fournisseurs, que de l'évaluation de votre panel existant finalement pour de l'amélioration continue. Je vais m'arrêter sur ces éléments-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation, on y répondra à la fin. Et je propose du coup de laisser la parole à Maya pour vous parler d'un certain exemple de certification. J'ouvre mon micro. Merci beaucoup Marie-Claire pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, commençons par un petit peu d'histoire sur FSC. Alors FSC, ça veut dire Forest Stewardship Council ou Conseil de soutien des forêts en français. C'est une organisation non gouvernementale internationale qui a été créée il y a 30 ans maintenant. En fait, nos 30 ans cette année. Donc, ça a été créé en 1994 par une grande diversité d'acteurs, à la fois des entreprises de la filière, bois, papier, carton, panneaux, également des gestionnaires, propriétaires forestiers, des coopératives, des acteurs du volet social, tels que des syndicats de travailleurs ou des représentants des peuples autochtones ou des communautés locales. Alors, cette grande diversité de parties prenantes, on la retrouve dans notre modèle de gouvernance à FSC. Vous voyez qu'on a à peu près plus de 1200 membres à l'international. Ces membres sont divisés en 3 chambres basées sur les piliers du développement durable et sur les principes de l'équilibre forestier, avec une chambre environnementale, une chambre sociale et une chambre économique. Et ces 3 chambres ont le même poids de prise de décision dans notre organisation. Ça veut dire que quand on fait évoluer nos normes, quand on prend des décisions pour faire évoluer nos process, notre fonctionnement dans notre organisation, parce qu'FSC n'est pas une organisation qui est figée, on doit avoir une majorité plus 1 dans chacune des chambres pour que des décisions soient actées. Ça veut dire concrètement qu'FSC, c'est un outil extrêmement démocratique qui est également une grande plateforme de dialogue, puisque il doit y avoir des discussions entre les acteurs de ces 3 chambres et qu'on est toujours à la recherche de ce consensus, de cet équilibre parfait entre ces 3 piliers. Alors, quelques chiffres. Dans le monde, on a plus de 150 millions d'hectares de forêts qui sont certifiés FSC. Sur les 5 continents, tout type de forêt, boréale, tropicale, tempérée. On a plus de 54 000 entreprises qui ont fait le choix de la certification FSC pour assurer la traçabilité des produits forestiers et qui ont donc la certification FSC chaîne de contrôle. Et on a plus de 1600 entreprises de fin de chaîne, donc marques et distributeurs, qui ont signé un contrat de licence promotionnelle avec FSC qui permet en fait d'utiliser notre marque déposée FSC pour promouvoir cette démarche sur leur support promotionnel, leur support de communication. Alors, bon, avant de parler de notre mission, je vais rappeler quelques chiffres que vous connaissez peut-être, mais qui sont importants à rappeler. Il y a 30% de cette planète, de notre planète, qui est recouverte de forêts, 80% de la biodiversité terrestre que l'on retrouve dans les forêts, 1,6 milliard de personnes qui dépendent directement des forêts pour leur subsistance. On sait aussi que les forêts sont un réservoir de carbone, un formidable régulateur de climat. Et donc, les services rendus par les forêts à la société, ils sont nombreux, mais les défis, les enjeux des forêts sont également multiples et très importants. On parle notamment de problématiques de changement climatique, bien évidemment, de la perte de la biodiversité, de la dégradation des forêts en général.
entre autres, hein, il y a bien évidemment bien plus d'enjeux encore. Et notre rôle à FSC, c'est de répondre à ces défis en faisant la promotion d'une gestion responsable des forêts, c'est-à-dire une gestion qui est écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable. Alors concrètement, dans notre standard de gestion forestière, on a 10 grands principes d'abord, déclinés en 70 critères. Et ces 10 grands principes et 70 critères sont les mêmes partout dans le monde. Ça veut dire qu'on a une exigence vis-à-vis de la certification FSC qui va être la même qu'on s'approvisionne en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Voilà, le niveau d'exigence sera le même. Dans les 70 critères, on va décliner ces critères en sous-indicateurs. Et ces sous-indicateurs, ils sont adaptés parfois quand c'est nécessaire au contexte local, aux enjeux locaux. Euh, dans cette norme, dans ce référentiel, on va retrouver des grandes thématiques. Bien évidemment, on prend en compte la sauvegarde des forêts à haute valeur environnementale et sociale, donc les forêts anciennes et menacées. Euh, un produit qui est certifié FSC, c'est un produit qui n'est pas issu de la déforestation ou de dégradation des forêts. Donc, par exemple, FSC va interdire la conversion de forêts semi-naturelles ou naturelles en forêt de plantation. Et puis, on prend en compte tous les services écosystémiques, hein, donc la préservation de la biodiversité qui est un sujet très important pour FSC, la prise en compte de la protection des sols, des paysages forestiers, de l'eau, de la protection des cours d'eau, par exemple. Et puis, on a aussi un volet social et parfois qui est un petit peu moins connu, mais qui est très important dans le système FSC. Donc, on va prendre en compte la sécurité des travailleurs, l'égalité des genres, l'équité dans les salaires, mais aussi on va prendre en compte les usagers de la forêt de manière générale. Il y a de la concertation qui est obligatoire avec les usagers de la forêt qui sont concernés directement par l'activité de gestion faite par le propriétaire ou gestionnaire forestier. Et donc, on prend en compte notamment les droits des indigènes et des communautés locales. Alors, comment fonctionne concrètement FSC? Quel est notre rôle? Nous, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est qu'on rédige des normes, des standards, des référentiels, peu importe, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire un document avec un certain nombre d'exigences qu'il faut respecter pour obtenir la certification FSC. Donc, les entreprises qui souhaitent passer à la certification FSC, que ce soit les gestionnaires propriétaires forestiers pour que leur forêt soit certifiée FSC ou bien les entreprises de transformation de ces produits forestiers, doivent répondre à toutes les exigences de FSC. On n'est pas un système d'amélioration continue, on est un système où il faut atteindre une certaine performance pour obtenir la certification. Et dès lors qu'on répond à ces exigences, il faut être audité. Et ces audits, ils ne sont pas réalisés par FSC, on n'est pas jugé partie. Ils vont être réalisés par des tierces parties indépendantes, donc des organismes certificateurs que vous connaissez sûrement, Bureau Veritas, SGS, EcoCert, Preferred by Nature, il y en a plein dans le monde, qui sont à la fois accrédités et contrôlés par on pourrait dire une police des polices qui se nomme l'AICI. Passer. Super. Concrètement, quand vous êtes une entreprise de fin de chaîne, marque distributeur, mais aussi quand vous êtes un industriel, vous achetez pour la plupart de nombreux produits forestiers. Parfois, d'ailleurs, vous en avez conscience, et puis pour certaines chaînes de valeur, vous en avez moins conscience, parce qu'on ne réalise pas tous les produits forcément qui sont issus des forêts. Et donc, de par cette utilisation et distribution de nombreux produits forestiers, vous avez un rôle important à jouer et une grande responsabilité dans la participation à la préservation des forêts dans le monde. Donc, c'est important dès le départ d'avoir des objectifs qui sont clairs et qui sont ambitieux. Vous avez quelques exemples que j'ai indiqués sur cette slide.
Voilà, Patagonia, que vous connaissez sûrement tous, qui est dans l'équipement sportif, le groupe Kering, qui est un groupe de luxe dans le secteur de la mode, et puis un acteur très connu de la grande distribution, qui est Lidl. Ces trois acteurs, ce n'est que quelques exemples, hein, mais ces trois acteurs, ils ont fait le choix de la certification FSC. Ils l'ont écrit noir sur blanc avec des objectifs ambitieux, en identifiant les chaînes de valeur qui sont concernées par ces entreprises, de ces voilà, les entreprises du groupe ou les enseignes. Et ça permet en fait de créer cet effet boule de neige et une chaîne de valeur vertueuse. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif ambitieux, que cet objectif il est annoncé, ça permet à vos fournisseurs, aux industriels, de prendre connaissance de cette ambition, de cette volonté de leurs clients d'aller vers la certification FSC, et donc d'inciter au passage à la certification de vos fournisseurs. Et ces fournisseurs eux-mêmes vont avoir besoin de bois certifié FSC et vont donc inciter les gestionnaires propriétaires forestiers à passer à la certification FSC. Donc c'est vraiment un effet voilà, de dynamique de groupe qui peut être créé grâce à vous et à vos stratégies, et du coup qui permet à terme d'avoir de plus en plus de forêts certifiées FSC, et donc de forêts mieux gérées. Alors, ces quelques étapes clés, Marie-Claire, vous l'avez déjà évoqué. Alors là, on est un peu plus adapté au contexte de la certification FSC, mais c'est les étapes clés pour essayer d'avoir une stratégie efficace qui permet, voilà, il y a un déploiement concret de la certification FSC dans vos entreprises. La première étape qui est essentielle pour FSC, c'est la cartographie. Le fait de cartographier tous les produits qui pourraient à terme obtenir la certification FSC. Également, cartographier vos fournisseurs qui sont peut-être pour certains déjà certifiés FSC et d'autres qui n'ont pas encore obtenu la certification. Et puis, identifier du coup les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement qui sont concernées. Donc, cette étape de mapping, elle est essentielle pour, par la suite, définir des objectifs. Alors, nous, ce qu'on conseille souvent aux entreprises, c'est d'avoir des objectifs parfois différents en fonction des chaînes de valeur qui sont plus ou moins développées. Voilà, quand on parle par exemple pour FSC des chaînes de valeur papier, packaging, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont certifiées FSC et c'est donc très facile d'atteindre des objectifs sur ces produits-là avec la certification. Mais parfois, il y a aussi d'autres chaînes de valeur qui sont plus innovantes. Je pense au liège, à la viscose ou autres. Thibaut en parlera des produits qui peuvent être certifiés. Et du coup, on peut avoir différents objectifs. On incite à ce qu'il y ait un objectif de pourcentage à échéance, avec une échéance qui est indiquée. Donc, par exemple, objectif idéal, hein, d'ici à 2030, tous nos produits forestiers seront certifiés FSC. Bon, ça, c'est un objectif vraiment parfait, mais ça peut en être d'autres, parfois voilà, à 100%, mais parfois ça peut être 50% dans un premier temps, et puis après avoir un objectif un peu plus poussé par la suite, c'est tout à fait possible. Et une fois qu'on a défini ces objectifs, qu'on a des KPI clairs, c'est très important, et ça j'insiste là-dessus, c'est de partager cette stratégie. Ce qu'on remarque, c'est que FSC, c'est un sujet transversal, ça touche beaucoup d'équipes en interne dans une entreprise, plein de pôles différents. Ça peut être le service qualité, le service achat, bien évidemment, le service RSE, le service marketing, communication, ça touche beaucoup de services. Et donc, c'est important euh, de partager en fait votre savoir, de partager l'information sur FSC, faire de la pédagogie, faire de la sensibilisation, former les équipes pour qu'elles puissent porter ce sujet en interne et participer concrètement au déploiement de cette stratégie. Et puis, un autre volet qui est essentiel, c'est de communiquer ces objectifs, ces ambitions à vos fournisseurs. Parce que sans connaissance de ces objectifs-là, vos fournisseurs vont pas particulièrement euh, avoir d'intérêt à passer à la certification FSC si leurs clients ne leur demandent pas. Donc, à partir du moment où ils ont connaissance que un ou plusieurs clients sont en recherche de produits certifiés FSC,
ça va peut-être leur permettre de les inciter à aller vers la certification. Et puis, une fois qu'on a partagé cette stratégie, il faut la piloter. Donc là, suivre l'évolution de vos fournisseurs, du passage à la certification, suivre l'évolution du nombre de références certifiées FSC. Et puis, pour certaines chaînes de valeur particulières, où il peut y avoir parfois un petit peu plus de difficultés à obtenir des produits certifiés FSC, d'avoir un appui plus personnalisé avec vos fournisseurs pour les embarquer dans cette aventure-là avec vous. Et puis à terme, bien évidemment, vous pouvez communiquer sur vos succès, à la fois sur le produit, le label FSC, le tampon qu'on appose sur le produit qui est certifié. J'ai envie de dire que c'est votre premier outil marketing pour valoriser votre démarche. Ça permet aussi au consommateur final de faire des actes d'achat plus éclairés. Et puis, vous pouvez également communiquer hors produit, c'est-à-dire valoriser expliquer ce qu'est FSC, expliquer ce qui se cache derrière ce label, ce petit arbre coché, quels sont les impacts, les bénéfices de cette certification, montrer quels sont les produits qui sont certifiés FSC sur votre site internet, dans vos catalogues, sur les réseaux sociaux, sur l'ensemble de vos supports promotionnels. Et bien évidemment, l'équipe FAC France est à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en place, la réflexion déjà de cette stratégie. Et puis, tout au long du pilotage, du déploiement de cette stratégie, si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, si vous avez besoin d'un soutien et des experts de FAC, on est là pour vous accompagner, bien évidemment. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais laisser maintenant la parole à Thibaut qui va prendre la suite de cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est la certification FSC et puis finalement quelles sont les exigences qui s'appliquent à vos fournisseurs. Maïal l'a dit au début, statutairement, on est une ONG au niveau international, mais dans les faits, on est finalement un outil de traçabilité de la forêt jusqu'au consommateur final pour garantir au consommateur final que le produit qu'il achète vient d'une source gérée de manière responsable. Et cette traçabilité, elle est en fait mise en œuvre via deux principales certifications. Une première certification qui est une certification de gestion forestière, qui s'applique aux gestionnaires forestiers, aux propriétaires forestiers, tous ceux qui produisent du bois, en fait, finalement. Et puis, et c'est ce qui vous concerne plus directement, puisque c'est celle de vos fournisseurs directs, ou qui s'appliquerait à vos fournisseurs directs, on a une certification de chaîne de contrôle, qu'on appelle nous chaîne de contrôle, pour toutes les entreprises qui viennent en aval de la forêt, donc les entreprises qui transforment, qui fabriquent, mais aussi tous les négociants dans la chaîne qui font de l'achat-revente sans transformation, parfois même sans stocker eux-mêmes, hein, c'est courant, mais qui à un moment ont besoin de transmettre une traçabilité à un acteur qui vient en aval de la chaîne. Donc finalement, pour la faire, enfin, pour simplifier, dès qu'il y a un changement de propriété du produit, il faut qu'il y ait une certification de chaîne de contrôle pour garantir que les matériaux et les produits FSC ont été contrôlés à chaque maillon de la chaîne et que le consommateur final qui achète un produit peut être sûr que ce qu'il achète contribue bien à une gestion responsable des forêts. Donc vous, finalement, en fait, les seuls acteurs qui n'ont pas besoin d'être certifiés dans la chaîne, c'est vous. C'est les marques et les distributeurs, parce que vous achetez des produits finis, vous n'allez pas les réemballer, vous n'allez pas les réétiqueter, les reconditionner. Vous allez les revendre tels quels aux consommateurs finaux et vous n'avez pas besoin de transmettre une traçabilité. Donc, pas de certification pour vous, mais une licence, qui vous permet de communiquer sur, la certification des produits que vous vendez auprès de vos consommateurs. Sur le système d'audit, très rapidement, alors, Maëlle a dit, nous, on n'audite pas directement. Ce sont des organismes certificateurs qui le font. C'est un système, finalement assez classique, dans la certification. Juste, on est sur un cycle de certification de 5 ans, mais qui nécessite un audit annuel pour que la certification soit maintenue, tous les ans. Donc en année 1, pardon, on a un audit initial, par l'organisme certificateur qui va porter sur la mise en place de toutes heu, les procédures de réponse aux exigences de notre norme. Et puis après, par la suite, tous les ans, un audit de suivi qui va, évaluer l'activité de l'année passée
et puis la mise en place aussi des éventuels changements qui ont été apportés dans l'année. Et puis au bout de 5 ans, on repart sur un nouveau cycle de 5 ans aussi, avec un audit de renouvellement qui va réévaluer l'ensemble du référentiel. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a finalement dans cette norme de chaîne de contrôle et qu'est-ce qui s'applique à vos fournisseurs? Je vous le disais avant, c'est avant tout une norme de traçabilité. D'ailleurs, vous avez ce type de certification de chaîne de contrôle et le nom est aussi utilisé dans d'autres types de certifications, mais c'est une certification de traçabilité. Donc, il faut s'assurer que au sein de l'entreprise, que les matières, que les produits FSC sont bien tracés, sont bien suivis et d'assurer qu'il n'y a pas de mélange entre du certifié et du non certifié. Donc, ça passe par le fait que les produits, les matières sont clairement identifiés, étiquetés en termes de stockage, que les produits, les matières sont aussi tracés et que tous ces volumes sont enregistrés dans un registre des volumes qui est cohérent avec ce que j'achète et ce que je revends. Ça passe aussi par le fait que l'entreprise doit avoir un système de gestion approprié qui permet de démontrer la réponse à ces exigences, donc des procédures pour tout ce qui se rapporte à FSC. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'audit, hein, opérationnellement, c'est d'ailleurs ça que l'auditeur va évaluer en premier lieu. Une phase d'analyse documentaire de toutes les procédures, le système de traçabilité, les procédures de contrôle de fournisseur, comment je vérifie la certification de mon fournisseur, comment je m'assure que ce que j'achète est bien certifié, comment je vérifie mes factures, comment je vérifie mes documents d'achat, mes documents de vente. Donc il y a une première phase documentaire dans un audit. Et puis, il y a une seconde phase qui est une phase un peu plus pratique, un peu plus terrain, d'application de ces exigences sur le terrain, dans les lieux de stockage, sur la chaîne de production, de contrôle aussi de la manière dont les personnels sur site sont formés à ces exigences et comment ils répondent à ces exigences. Il y a un second volet aussi social, Maya l'a évoqué, mais on n'est pas seulement une certification. Alors historiquement, on n'est pas seulement une certification qui porte sur des critères environnementaux, mais aussi sur des critères sociaux. Il y avait une dimension sociale. La nouveauté depuis quelques années, c'est que ces critères sociaux qui étaient intégrés dès le début dans la certification de gestion forestière chez FSC, donc depuis 30 ans, sont maintenant intégrés dans la certification de chaîne de contrôle aussi. Donc, tous vos fournisseurs, s'ils sont certifiés, doivent prouver qu'ils répondent à un certain nombre d'exigences sociales. Et on s'est basé sur les conventions fondamentales de l'OIT. Donc, pas de travail des enfants, abolition du travail forcé, droit de négociation collective, ce genre de choses. Il y en a 8 en tout. Donc, que je sois une entreprise en France, en Thaïlande, au Canada ou n'importe où, je dois démontrer par une déclaration de politique et après dans les faits que je respecte bien ces conventions fondamentales et donc que je réponde bien à ce volet social de la certification aussi. Euh, Maintenant qu'on a un peu parlé de tout ça, je vais rentrer un peu plus dans le détail de comment vous approvisionnez en produits certifiés FSC, mais avant ça, je voulais faire un petit préambule sur les types de produits qui sont certifiables, parce qu'il y en a bien sûr qui sont évidents pour vous et que vous traitez au quotidien, comme le bois et puis tous les dérivés de la pâte à papier, comme le papier, le carton et puis tout ce qui est emballage. Mais ce qui est important, c'est qu'à votre niveau, vous pouvez aussi agir sur d'autres chaînes de valeur. Alors c'est peu connu finalement, mais il y a des fibres textiles qui peuvent être certifiées FSC. La viscose, c'est produit à base de cellulose, de bois, donc ça peut être certifié FSC. Il y a le caoutchouc aussi qui vient de l'EVA, qui vient d'un arbre où il y a des plantations en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Et puis il y a aussi du mobilier. Alors le mobilier en tant que marque et distributeur, vous pouvez agir dessus en faisant certifier vos boutiques. Par exemple, on appelle ça certification de projet, mais vous pouvez demain dire ma boutique est certifiée FSC. Donc il y a un système de normes et aussi d'audit qui va vous permettre de pouvoir claimer, alléguer que la boutique est certifiée FSC sous certains critères.
Et puis, il y a des produits auxquels on pense un peu moins, mais le liège aussi, ça en fait partie. Si tu veux passer juste après, Marie-Claire. Et puis il y a des huiles essentielles aussi, ça on sait encore moins, mais par exemple, il y a une grande marque de parfum récemment qui a fait certifier des huiles essentielles liées au bois de santal qui est produit en Nouvelle-Calédonie, si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait certifier ce bois de santal pour pouvoir claimer que un des ingrédients du parfum final était certifié FSC. Donc une fois qu'on a vu tous ces produits certifiables et sur lesquels vous pouvez agir finalement, comment vous pouvez vous approvisionner en produits FSC? La première chose, c'est de l'exprimer clairement dans vos politiques d'entreprise, dans vos politiques d'achat auprès de vos fournisseurs. Et puis, je dirais que le deuxième volet à faire, c'est un, de vérifier que l'entreprise à qui vous achetez est bien certifiée FSC, et deux, de vérifier les mentions sur facture, parce que c'est la seule vérification qui vous permettra de vous assurer à votre niveau que vous achetez bien du certifié. Donc le premier point dans le soyez clair dans vos appels d'offres et vos politiques RSE. Je veux bien la slide suivante. Il ne s'agit pas en fait de demander du certifié FSC, mais de s'approvisionner auprès d'entreprises qui ont le droit de vendre du certifié FSC. Et ces entreprises-là doivent être certifiées chaîne de contrôle. C'est une obligation. C'est votre assurance à votre niveau. Il faut que votre fournisseur direct soit certifié FSC. J'insiste aussi, comme Maëlle a fait tout à l'heure, mais j'insiste vraiment sur ce point. Être clair dans vos politiques, c'est embarquer vos fournisseurs vers un objectif commun qui peut être long à réaliser parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est aussi en l'annonçant clairement qu'on arrive à embarquer ses fournisseurs sur un voyage qui peut durer quelques années. Mais l'annoncer clairement, c'est aussi embarquer vos collaborateurs en interne vers un objectif commun, collaborateurs qui, eux, sont chargés de mettre en place la stratégie, les acheteurs au quotidien qui sont en lien avec les fournisseurs, le marketing qui va éventuellement valoriser la démarche ou les produits auprès des consommateurs finaux. Donc, c'est vraiment une démarche transverse et embarquer et enfin, l'énoncer clairement pour embarquer et vos fournisseurs et vos collaborateurs en interne. Il nous semble que c'est très important dans le cadre d'un déploiement de stratégie RSE sur du FSC. La seconde chose est à un niveau beaucoup plus opérationnel, et c'est le point 2, c'est de vérifier, je veux bien le slide suivant, c'est de vérifier la validité du certificat de votre fournisseur. Et pour ça, on a un outil qui vous permet de le faire. On a une base de données, en fait, un site internet qui est accessible à tous. Vous allez demander un certificat à votre fournisseur, vous allez lui demander une preuve de sa certification. Il va vous envoyer un certificat papier ou il va vous envoyer un numéro de certificat. Avec cette base de données, vous pouvez aller vérifier en rentrant ce numéro-là que son certificat est bien valide. C'est important de le faire parce qu'on est sur un cycle de 5 ans. Donc, si vous recevez un certificat papier, par exemple, vous aurez une date qui court, par exemple, de 2020 à 2025. C'est la validité du certificat, enfin, du cycle de certification. Par contre, il faut un audit annuel pour maintenir le certificat. Donc, qui dit audit annuel dit potentiellement tous les ans, le certificat peut se retrouver suspendu ou terminé parce que l'OC, enfin l'organisme certificateur, aura décidé de le suspendre ou de le terminer suite à son audit. Donc, vérifier que le certificat est valide sur la base de données, c'est une première chose à faire pour vous en assurer. J'ajoute que cette base de données, elle peut aussi servir d'outil de recherche de fournisseurs. On a un système de filtre qui vous permet de, par exemple, je cherche un fournisseur d'emballage ou on va dire de sacs en papier en Italie. Avec le système de filtre, on peut trouver des entreprises certifiées qui peuvent vous en vendre en Italie. Vous pouvez aussi filtrer avec d'autres critères comme
Les essences, par exemple, vous cherchez par exemple du hêtre pour faire des manches d'un produit en bois, et bah, vous pouvez filtrer par essence. Donc, des entreprises qui ont dans la portée de leur certificat des essences que vous recherchez vous. Donc, et un outil de vérification du validité des certificats des fournisseurs et un outil de recherche de fournisseurs quand bah, vous trouvez, voilà, vous avez une stratégie RSE de FSC, vers FSC, mais vous ne savez pas trop vers qui vous tournez. Donc ça, c'est la chose. Là, j'ai mis quelques captures d'écran de cette base de données. Vous rentrez un numéro de certificat et puis vous avez un certain nombre d'informations, une adresse. En haut à droite, là, vous avez la petite croix pour dire qu'il est valide. Et puis, il y a un petit onglet aussi produits, parce que vous le disiez au tout début, oui, une entreprise est certifiée, mais il y a aussi des produits qui y sont associés. Donc, je suis une entreprise, je suis certifié, mais dans le périmètre de mon certificat, et bah, il y a des types de produits qui sont associés. Donc, une entreprise qui vend du caoutchouc ne peut pas vendre à côté du bois pour faire de la charpente, théoriquement. Donc, ça vaut aussi le coup de vérifier dans ces types de produits-là. Dernier point dans les vérifications, mais pas du tout le moins important, c'est la vérification sur les documents de vente. On est encore une traçabilité papier et toute cette traçabilité, elle se transmet à tous les acteurs de la chaîne via les documents de vente. Donc vous achetez des produits finis qui sont potentiellement, labellisables, enfin labellisés, pardon. Quand je dis labellisé, c'est porteur d'un tampon, d'un label FSC. Mais en amont de la chaîne, on ne peut pas nécessairement distinguer ce qui est certifié de ce qui l'est pas. Donc pour assurer cette traçabilité, il y a une traçabilité, sur les documents de vente, et vous, à votre niveau, il faut absolument que ce que vous achetez que la certification soit spécifiée à la ligne produit, dans vos factures, dans vos documents de vente. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que on entend souvent, «J'achète du certifié parce que mon fournisseur est certifié», en fait, c'est pas nécessairement le cas. Une entreprise certifiée peut tout à fait vendre, du FSC à un de ses clients et puis du non FSC à un autre, et d'ailleurs, dans la chaîne de contrôle, les exigences portent sur l'identification des matières, la traçabilité. Donc, elle doit mettre en place des procédures qui lui permettent de dissocier ce qu'elle produit comme étant certifié et ce qu'elle produit comme étant non certifié. Donc, sa manière de vous transmettre, la certification, c'est via les documents de vente. Donc vérifiez bien sur les factures que, il y a, son numéro de certificat et puis des mentions claires associées, associées au produit que vous achetez. Et puis je voulais finir sur un petit focus sur les 3 types de labels que vous trouvez sur les produits finis, que vous voyez vous, consommateurs, dans les magasins ou ailleurs. Il y a 3 types de labels, chez FSC. On trouve du FSC 100%, du FSC mixte et du FSC recyclé. Un label FSC 100% sur un produit fini, ça veut dire que 100% de la matière, bois utilisée dans le produit fini est certifiée FSC. Même chose pour le recyclé, sauf que c'est 100% de matière issue de sources de récupération. Hem Et issus de sources de récupération qui ont été, contrôlées, auditées, tracées. Donc il y a vraiment une exigence là-dessus qui atteste que, voilà, ça vient c'est bien de la matière recyclée. Et puis le dernier que vous voyez, beaucoup finalement sur du papier carton, le FSC mixte, qui est en fait un label apposé sur 2 produits dans lequel il y a un mélange de matières, certifiées FSC et un mélange de matières certifiées FSC ou de recyclées, et le reste étant ce qu'on appelle nous du bois contrôlé, qui est un bois qui est pas certifié mais qui répond à des exigences minimales. Pas de forêt, récoltée illégalement, pas de forêt récoltée, en violation des droits, traditionnels, des forêts dans lesquelles les hautes valeurs de conservation sont respectées, donc des exigences minimales, et on a un seuil de labellisation qui est à 70-30, à savoir que vous devez avoir à minima 70 de certifiés ou recyclés pour avoir sur un produit fini ce tampon FSC mixte que les consommateurs finaux, voient. Donc
Pour vraiment finir, je voulais vous dire que en tant que marque, en tant que distributeur, mais aussi finalement en tant qu'entreprise, on a tous une responsabilité. Vous avez une responsabilité pour orienter vos politiques d'achat qui vont finalement avoir pour effet, en remontant tout à long de la chaîne, de faire en sorte qu'il y ait, en achetant du FSC, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de forêts qui sont gérées de manière responsable. Voilà. Et je laisse la main à Jean-Max. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup Thibaut. Et donc effectivement pour finir, on va partager un retour d'expérience. Et donc c'est Jean-Max Perron qui va euh, voilà, partager le cas de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Bonjour tout le monde, merci Marie-Claire, Nausicaa et FSC France de l'invitation pour ce webinaire. Et donc effectivement, je vais vous présenter un retour d'expérience de la démarche achat responsable et la certification chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Mais pour commencer, je vais essayer de vous donner quelques éléments aussi sur Saint-Gobain en un coup d'œil. Voilà, Saint-Gobain, c'est entreprise française qui a un but commun partagé par toutes ses activités, Making the World a Better Home. C'est porté par une vision prise par le groupe qui est d'être le leader mondial de la construction durable, en améliorant la vie quotidienne avec des solutions de haute performance, et aussi à travers une mission de concevoir, de produire et de distribuer des matériaux et des services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Donc Saint-Gobain est concentré sur 3 marchés principaux, la construction, l'industrie et la mobilité, et souhaite obtenir et conserver ce leadership européen dans la plupart de ces métiers. Saint-Gobain est engagé également à atteindre la neutralité carbone en 2050. Comme je vous le disais au tout début, c'est une vieille entreprise, entre guillemets, qui a été créée il y a plus de 350 ans pour la Galerie des Glaces, notamment du Château de Versailles, qui est présent dans 75 pays, avec presque 170 000 collaborateurs dans le monde, et en 2022, un chiffre d'affaires de 51,2 milliards d'euros. Les activités du groupe sont divisées en 4 principales régions, donc l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient, Afrique, l'Amérique, les Amériques et l'Asie-Pacifique, et portée sur un portefeuille d'activités qui est centré principalement sur la rénovation et la construction légère, donc que ce soit du neuf résidentiel ou du non résidentiel, et une entité globale, solution de performance, qui est là pour adresser des marchés spécifiques sur des technologies de pointe, principalement, donc sur les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l'industrie. Un accent et une stratégie qui est aussi prise par Saint-Gobain ces derniers temps, donc on le voit de plus en plus, c'est vraiment d'axer la stratégie de l'entreprise sur la construction durable et légère. Pourquoi? Aujourd'hui, ça représente 40% des ventes du groupe, donc c'est un vecteur de bénéfices aussi pour l'entreprise très important. C'est moins 50% de ressources consommées par rapport à de la construction, entre guillemets, plus lourde, et également un gain de 20% à peu près de temps gagné sur le chantier. Donc, c'est des installations et des constructions qui sont plus faciles à mettre en œuvre, qui consomment moins de ressources et qui font partie du portefeuille d'activité du groupe. Ça passe par plusieurs marchés. Donc, vous avez les exemples en dessous, donc que ce soit des solutions de façade, des cloisons intérieures, la structure légère, le parement et le bardage également sur les produits un petit peu plus centrés sur le bois. Et cette stratégie, elle est supportée en France par le leader de la distribution de matériaux de construction, donc Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui regroupe une dizaine d'enseignes, donc CDO, La Plateforme, PUM, Asturienne, SFIC, parmi lesquels il y a des spécialistes, comme Dispano Pano France, sur les métiers de menuisier, d'agenceur et de charpentier également, et une ancienne que vous devez toutes et tous connaître, Point P, qui est multispécialiste sur des métiers de la construction beaucoup plus divers et globaux. Donc, il va reprendre la maçonnerie, les spécialistes, les carreleurs, également le particulier. Et aujourd'hui, je vais principalement axer aussi le retour d'expérience sur ces deux enseignes-ci, qui sont les deux qui sont le plus axés sur la construction durable et légère, notamment avec la construction bois. Et qui ont également une démarche sur la certification chaîne de contrôle. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail sur la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, il y a Dispano, Pano France, qui est l'enseigne spécialiste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France,
qui regroupe presque 70 sites, avec l'acquisition récente du deuxième négoce spécialiste du secteur, donc Panneau France, qui était fin 2021, et également une typicité de ce spécialiste, c'est la présence d'un centre d'importation bois, le CIBM, qui est expert et qui s'oriente également sur la construction en sur bois. Une quinzaine d'années qu'il est présent au port de La Rochelle et également à Eyrieux, donc qui est vraiment expert sur ce métier-là. Dispano, ça s'est construit également sur une identité forte et une volonté forte d'axer sa politique autour de son engagement pour la traçabilité et la promotion de gestion de produits issus de gestion forestière responsable. Donc, c'est passé par la certification de l'intégralité de ces sites chaînes de contrôle FSC et PEFC depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, ça fait plus de 15 ans que les équipes en agence sont formées sur ces sujets-là, que les exigences, notamment de FSC, sont respectées et appliquées au niveau des sites. Côté client, ça va principalement regrouper des TPE et des PME, mais également des majors sur les marchés spécifiques. Et ce qu'on observe à ce niveau-là, c'est qu'il y a une demande croissante aujourd'hui en produits certifiés, que ce soit d'ailleurs pour de la commande publique, où maintenant cela fait quasiment intégralement partie des cahiers des charges pour toutes les commandes publiques, également les majors de la construction, mais aussi les particuliers qui demandent de plus en plus en fait, des garanties de la part des entreprises d'avoir des produits bois tracés et issus d'une gestion forestière responsable, et également Hispano est reconnu depuis plusieurs années également pour sa politique d'achat bois. Point P, une ancienne multispécialiste, elle, avec un ancrage très local et marqué par ses 1000 sites à travers le territoire français, des acquisitions récentes également de négoces indépendants sur le bois, notamment dans le sud-ouest, et un choix plus récent aussi, mais fort, de Point P, de développer son expertise bois en déployant un réseau d'agences expertes construction ossature bois au niveau du territoire national. Ça s'est traduit principalement par le déploiement de la certification chaîne de contrôle de plusieurs sites de Point P. Donc, à fin 2023, il y a une quarantaine de sites de Point P qui ont été certifiés avec un objectif de 100 fin 2024, donc vraiment sur les agences expertes construction ossature bois qui ont des clients également qui recherchent en fait ce type de produit. Et pour du coup continuer sur cette partie client, donc il y a également les TPE, les PME et beaucoup de majors de la construction. Et on observe côté client et côté major de la construction que la vente de produits bois certifiés devient un critère de sélection quasi systématique et incontournable de leur part, sans quoi finalement leurs fournisseurs ne font plus partie de leur rang 1, on va dire, de choix. Donc c'est vraiment quelque chose, un critère de sélection très fort de la part des majors de la construction. Et d'une façon plus générale, on observe aussi des demandes croissantes de la part de nos clients sur la façon dont sont mises en place notre politique RSE, en quoi elle consiste, quelles sont nos démarches aussi en termes d'achat responsable. Et tout ceci, ça nous a amené à construire et à développer tout un programme lié à ceci, notamment à travers une politique d'achat bois, qui est une politique groupe mise en place il y a plus de 15 ans maintenant, mais qui est principalement dirigée par la distribution parce que c'est là où il y a plus d'achats de produits en bois, à base de bois. Cette politique, elle supporte et elle cherche à atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est de lutter contre le trafic illégal, la déforestation et la dégradation des forêts. Le deuxième, c'est de promouvoir des produits issus de forêts gérées durablement, notamment via les labels de gestion de certification forestière. Nous avons également un objectif au niveau du groupe d'atteindre 100% de bois conforme à cette politique à 2025. En 2022, nous étions à 96%. Et afin d'atteindre ces objectifs, il y a plusieurs moyens qui ont été mis en place à travers cette politique d'achat. Le premier, le plus important lorsqu'on parle de risque, c'est tout simplement une analyse de risque double au niveau du produit. Double parce qu'elle est concentrée sur deux caractéristiques du produit. Le premier, le pays d'origine, donc d'où est-ce que le bois est issu.
on va se baser sur plusieurs indicateurs internationaux, ceux liés à la corruption, au développement humain, à l'esclavage et à la performance environnementale des pays. Une deuxième analyse de risque qui porte sur les essences de bois, en prenant notamment en compte la liste rouge des espèces en danger de l'Institut international pour la conservation de la nature, l'IUCN, qui va en fait faire un travail avec des scientifiques de recensement d'essences de bois, mais aussi d'ailleurs de toute espèce de faune et de flore, pour évaluer leur état dans leur habitat naturel. Donc, on va se baser sur ces critères-là pour faire notre analyse de risque au niveau de l'essence de bois. Cette double analyse nous donne un risque global lié à l'achat qui va, en fonction du risque, obliger l'achat d'un produit avec une certification. Donc, en fonction du degré de risque, nous n'allons pas avoir les mêmes exigences en matière de certification. Par exemple, sur les produits les plus risqués, notamment les bois tropicaux, c'est une certification FSC qui est obligatoire pour tous les acheteurs. Et tout ceci est mis en forme dans un outil dont parlait Marie-Claire tout à l'heure, qui est un outil de compliance interne, le Fleck Tool, qui est à disposition de tous nos acheteurs et tous les collaborateurs au sein de Saint-Gobain directement, où ils vont pouvoir renseigner le pays d'origine de leurs produits de bois, l'essence de bois. Ça va du coup leur donner le risque global lié à l'achat et l'obligation, ou en tout cas la mesure d'atténuation du risque à mettre en place, qui passe sur les produits bois par une certification. Un point également que je souhaite souligner, là je vous ai parlé que de la partie produit. Dans une démarche achat responsable, il y a bien évidemment le risque fournisseur à prendre en compte, qui est chez nous pris et traité avec l'évaluation documentaire via EcoVadis, de la performance RSE de nos fournisseurs. Un des autres moyens aussi également, un autre axe de cette politique d'achat, c'est des choix volontaires également sur l'interdiction d'achat depuis certains pays d'approvisionnement qui présentent aujourd'hui trop de risques pour le groupe aujourd'hui. Donc il y a la République démocratique du Congo, par exemple, la République centrafricaine, mais aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie du Sud-Est, et également d'interdire des essences de bois, comme le Bengue, le Kempas et le Moabi. Afin que cette politique reste et soit la plus pertinente possible et la plus en adéquation aussi avec les enjeux actuels, une part importante de celle-ci est le dialogue constant avec nos parties prenantes. Nous avons rejoint à ce titre le conseil d'administration de FSC France il y a de cela 3 ou 4 ans maintenant, afin de partager et d'échanger nos expériences avec d'autres acteurs de la filière. Aussi bien du coup dans le domaine privé que dans le domaine public et avec des ONG. Donc plus pour avoir aussi plus de retours et d'expérience sur les enjeux environnementaux de ce secteur-là. Et puis bien évidemment de faire rayonner aussi dans notre réseau les certifications de gestion forestière et notamment FSC. Pour vraiment comprendre les problématiques d'un point de vue global et sensibiliser les collaborateurs aussi à ces enjeux-là. Et pour faciliter et sensibiliser les acheteurs, un axe important d'un programme achat responsable, c'est bien évidemment un parcours de formation qui passe aujourd'hui chez nous à travers 3 étapes en fonction de chaque acteur, avec la première étape, en tout cas les prérequis, mais qui là est plus à un niveau groupe également. C'est un objectif de former tous les collaborateurs à la fresque du climat, donc aussi les enjeux climatiques d'un point de vue plus global. Donc, sur une demi-journée, on a un objectif de 80% des collaborateurs de former à fin 2025. Nous avons également des modules sur la politique achat bois, donc encore une fois disponibles pour tous les collaborateurs, et également des vidéos sur les analyses de cycle de vie et les FDES. Par ailleurs, j'en profite pour passer le message, la gestion forestière responsable permet de diminuer le coût en carbone dans une fiche FDES par rapport à une gestion forestière classique. Après ceci, il y a également la formation achat responsable qui a été mise en place avec Way il y a 3 ans de cela, en 2021. Donc 2 jours en présentiel où l'objectif de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France était de former tous ces acheteurs aux achats responsables.
Donc, ça s'est fait sur 2021 et 2022. À fin 2022, on avait formé l'intégralité des acheteurs, donc presque 200, aux achats responsables, donc à travers un programme qui était centré sur ces premières notions de cycle de vie, la prise en compte du risque fournisseur, donc avec EcoVadis, mais aussi sur la façon de communiquer sur des offres plus durables et comment entretenir une relation fournisseur sur cet aspect-là. Ce parcours a été complété l'an passé avec une formation dédiée aux acheteurs bois, donc une formation sur le bois, sur une journée et demie. Donc je vais profiter pour parler un petit peu plus en détail de cette formation-ci et faire un retour d'expérience là-dessus. Donc les objectifs de cette formation, c'était d'une part de continuer et d'accentuer aussi ce parcours de formation achat responsable aux acheteurs bois, mais surtout de s'aligner aussi pleinement avec l'ambition du groupe d'être le leader mondial de la construction durable et légère, notamment à travers la construction bois, de donner les clés aux équipes marketing pour accompagner de façon pérenne et responsable le développement de la filière construction bois en France, se préparer à la nouvelle réglementation européenne sur la déforestation, qui va prendre une part conséquente, je pense, de notre temps de travail cette année pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, de répondre aux exigences de nos clients. On l'a vu, ça devient une demande systématique de la part de nos clients, de donner des réponses sur notre politique RSE, notre démarche achat responsable. Et enfin, le point sur lequel je souhaite aussi mettre l'accent, c'est qu'en tant que distributeur, nous sommes parfois peut-être plus loin des enjeux forestiers directement et centrés sur la chaîne de contrôle. Et un des points forts de cette formation, c'était la visite en forêt certifiée FSC de Rosny, qui a permis, avec l'aide de FSC France d'ailleurs et Île-de-France Nature, de donner en fait un aperçu tangible des bénéfices de la certification directement en forêt, donc à travers la gestion forestière qu'elle demandait et qu'elle exigeait des exploitants forestiers. Et ça permettait de redonner du sens aux acheteurs sur justement cette logique de demande et d'exigence en matière de certification sur les produits que nous achetons et de comprendre un petit peu les bénéfices et l'intérêt de ceci pour notre politique achat bois. Voilà. J'en profite également pour remercier Buy Your Way, FSC France et Île-de-France Nature, mais je ne crois pas qu'ils soient présents aujourd'hui, mais de nous avoir aidés à mettre en place cette formation. Merci beaucoup, Jean-Max. Merci à tous les trois d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire. Et c'est vrai qu'on souhaitait aussi valoriser ce travail commun qui était une demande aussi innovante de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France auquel on était ravis de participer. Juste avant de répondre à vos questions, j'ai vu qu'il y en avait déjà eu certaines. Il y a eu des premiers éléments de réponse. Peut-être qu'on reviendra aussi quand même sur ces questions-là. N'hésitez pas à en ajouter. Je voudrais juste préciser on cherche des candidats aussi à la suite de ce webinaire qui se voulait introductif, même si on est rentré assez en détail sur des points. On aimerait mettre en place donc en avril avec FSC, toujours FSC France, un atelier de travail donc à destination des directions achats, mais où les directions sourcing ou RSE sont évidemment les bienvenues pour partager tous vos questionnements autour de ce qui est démarche achat responsable, recours aux certifications, évidemment, bien sûr, FSC, pour aller dans les aspects peut-être plus techniques, poser des questions encore plus précises, plus expertes peut-être, et discuter de comment justement on articule encore plus opérationnellement parlant la certification à la démarche, comment on embarque les équipes, comme a donné un bon exemple Jean-Max aujourd'hui. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Juste après ce webinaire. Je vois qu'il nous reste une vingtaine de minutes. L'idée étant de vous écouter si vous avez des questions. Peut-être on va regarder s'il y en a eu en plus, mais je propose qu'on revienne sur les deux qui ont été posés pendant le webinaire. Peut-être plutôt adressé aussi à FSC France, mais aussi peut-être à toi Jean-Max. Est-ce qu'il y a une utilisation aujourd'hui de la technologie blockchain pour assurer la conformité de la gestion de la forêt au négoce? Maya, Thibault, est-ce que vous souhaitez? Je vais peut-être laisser Thibault prendre la parole sur ce sujet. J'ai partagé déjà des premiers éléments et je laisse Thibault compléter. Je vais en profiter aussi pour répondre à la deuxième question
qui tourne autour du RDUE aussi et la blockchain est